Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une crise anglophone, série noire pour le SDF. Difficile de savoir jusqu'à quand les séparatistes anglophones vont arrêter leur acharnement sur ce parti et ses militants, car les terroristes ont encore frappé un autre symbole du parti de Ni John Fundi. Ils ont incendié le domicile du maire de Kumbo, écrit le journal. Le journal parle aussi des collectivités territoriales, conditions pour être super maire. Ce dernier doit être conseiller municipal de l'une des communes d'arrondissement de la communauté urbaine, écrit le journal. Même si l'article précise aussi, cet article 42 précise que ce conseiller municipal doit être autochtone, écrit, peut-on lire dans le journal. Le journal parle aussi d'insécurité transfrontalière avec cette inquiétude en Afrique centrale. Évidemment, avec Camerco, l'attaque du vol qui préoccupe, l'incident qui a fait l'objet de la deuxième réunion statutaire de l'instance le 18 décembre, juste hier. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour met en sa une autochtonie, le maire à boire, évidemment le maire élu local. Le journal qui indique évidemment que en dépit des critiques d'un courant d'opinion, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, y compris l'article 246, a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Le journal Le Jour parle d'enseignement supérieur des enseignants en grève de la faim, 5 jours après la publication de la liste des candidats recrutés. Les recalés continuent leur sitting au pied du ministère de l'Enseignement supérieur. Le journal parle aussi de commerçants qui s'accrochent à la poste centrale de Yaoundé après l'opération de déguerpissement. De même que le journal Forum Libre parle d'une histoire qui fait la une des réseaux sociaux, une maison de 650 millions de francs CFA pour Vondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le journal dit comment Paul Biya a négocié un immeuble pour son fils. Et puis le journal financier d'Afrique parle de bilan économique et financier du Cameroun en 2019, résilience économique et régression au classement de Business, réalisation de quelques infrastructures de base et accélération de la décentralisation ont marqué l'année 2019. Et puis le journal L'économie qui parle, le quotidien L'économie qui parle de la CEMAC, la BEAC va supprimer le taux de pénalité applicable aux banques dès janvier 2020. Place à présent avec nos invités du jeudi sur ce plateau. Je vais évidemment commencer par le doyen Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Jean-Paul Chounet, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongang, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. L'actualité qui vous a marqué, Camille? L'actualité, elle est en marche. Bon, moi je peux prendre un autre. Par exemple, j'ai relevé cette semaine le jackpot que vient de décrocher Chanas Assurance au niveau des assurances de la Sonara. Vous savez qu'après l'ancienneté de la Sonara, on ne nous a jamais dit exactement ce qu'était devenu cette affaire de police d'assurance qui n'avait pas été renouvelée. Il se trouve que cette fois-ci, le nouveau directeur général de la Sonara a lancé un marché et il y a eu plusieurs compagnies qui sont portés candidats. Et Chanas Assurance a décroché quelque chose comme 15 milliards de francs. Dans tous les cas, Camille, l'actualité vous a marqué. Sachez bien que s'il y a une facture qui vient du bas. Guy Hervé Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. L'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul La Voix de l'Ouest et bonjour au doyen Camille Nélé que tout le Cameroun et l'Afrique nous envient notre temps de Douala, il faut le rappeler. Et non, je voulais dire que j'ai été moi marqué par l'actualité autour du contentieux pré-électoral et c'est notamment les motifs que j'ai trouvé assez farfelus qui ont motivé les requêtes de certains partis politiques. Moi je pense qu'un parti politique n'est pas une secte, c'est-à-dire qu'on est libre d'en sortir de manière libre, sans pression quelconque. Et j'ai en mémoire, par exemple, je sais que en Diki-Miniki, par exemple, que je connais, et dans le Konyambeta, je sais que le PURS est attaqué par le RDPC parce que, soi-disant, les militants qui sont sur la liste, ce sont les militants du RDPC, alors qu'ils sont partis, ils ont quitté le parti. Donc il y a plein d'exemples comme ça, des militants qui, frustrés, révoltés, énervés, ont décidé de quitter le parti pour rejoindre une autre liste. Et il y en a qui estiment qu'un parti politique, c'est une camisole de force. Une fois qu'on y entre, on n'a plus le droit d'en sortir. Donc c'est un peu rigolo. J'ai trouvé ça très drôle dans la mesure où il y a certains partis qui estiment que une fois qu'on y entre, on ne peut plus en sortir, alors qu'on est libre d'adhérer au parti de son choix. Donc il faut que le droit soit dit par le Conseil constitutionnel aujourd'hui, vraiment qu'on y veille
de très près, parce que c'est un parti politique, ce n'est pas une secte, et c'est très regrettable que la mastodonte, que le RDPC puisse s'attaquer à un parti comme le PUR. Je trouve ça assez pas du tout fair play. C'est un éléphant qui s'attaque à Mais c'est pas du tout fair play. Il y a plein d'exemples comme ça, c'est pas fair play. Mais vous savez qui avait Fongan c'est pas fair play. Non, Camille, on n'est pas encore dans la phase non, la justification, je parle pour sortir de ce qu'il dit, la justification du RDPC, c'est que ces militants qui ont quitté le RDPC pour entrer dans un autre parti n'ont pas adressé une lettre de démission. Donc, ils sont toujours des militants du RDPC. Non, mais sauf que la plupart de ces militants n'ont même pas de carte de parti politique. Je veux dire que je connais plein, même à Douala, il y a plein d'exemples comme ça. On avait des militants qui sont quittés pour un autre parti politique. Vous savez, comme vous savez, dans le RDPC, par exemple, sortons par là, c'est important. Dans le RDPC, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés par la fenêtre. Il y a trop de cooptation, c'est qui a frustré la base. Donc il y a beaucoup de militants de base du RDPC qui ont quitté le navire pour aller vers d'autres partis où ils ont été investis. Bon, ils sont nombreux comme ça parce que les consignes du secrétaire général n'ont été respectées nulle part. Et donc on ne peut pas reprocher à un parti politique d'avoir des militants qui ont... C'est vrai dans beaucoup de partis politiques, à Douala et ailleurs. Guy Hervé Fongan, cette actualité vous a vraiment marqué. Bon, au passage, vous avez parlé de Ndikimeki. Je rappelle que c'est là où j'ai fait toutes mes classes du secondaire. J'adresse un salut à toute la population de Ndikimeki. Alors, parlons donc allons sur nos menus du jour. Démarrons avec cette crise anglophone à la une du quotidien La Nouvelle Expression. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par la fameuse loi qui a été adoptée, mais en ce moment, ce que vit le SDF est assez pathétique. Camille Nélé, comment comprendre cet acharnement je ne dirais pas des séparatistes, puisque le journal indique que ce sont des inconnus qui ont mis l'incendie à la maison du maire de Kumbo. Il y a eu le maire de Batibo, il y a l'honorable Mbandam. Il y a aussi eu pas mal d'enlèvements qui n'ont pas été révélés par la presse. Comment comprendre cet acharnement de ces inconnus contre notamment les cadres du SDF? C'est pour cela qu'à juste titre, la Nouvelle Expression a titré série noire pour le SDF. C'est une véritable série noire. C'est-à-dire que l'on incendie les maisons de ces plus grands cadres, qu'on enlève même jusqu'au frère de John Froundi. Cela veut dire qu'on en veut spécialement au SDF, certainement, parce qu'il a décidé d'aller à l'élection et de briguer les postes de maire et de député. Bon, on se rappelle ces partis avaient demandé aux élus SDF de quitter l'Assemblée nationale. Bien entendu. Ce qui n'avait pas été fait. Mais cette demande elle-même n'avait pas beaucoup de sens. Comment comprendre que les gens qui estiment que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest est leur pays, et étant dans leur pays, pourquoi demander à un parti de ne pas assister à l'élection qui concerne ce pays qu'eux, ils prétendent arracher? Ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais aujourd'hui, on comprend que... il est difficile même à comprendre que ces personnes qui s'attaquent spécifiquement au SDF, au cas du SDF et au bien de ces personnes-là, on sent très bien que c'est une forme de nihilisme qu'ils sont en train de mettre sur pied, de politique de la terre brûlée, où on rase, on continue à imposer la terreur par le crime, par des actes insensés et d'une violence inouïe. Bon, vous savez, la maison de M. Mbandam, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a des photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. C'est une imposante maison. C'est tout comme, vous vous souvenez, la maison du Premier ministre Dion Ngouté, qui la veille de sa nomination au poste de Premier ministre, avait aussi été incendiée du côté du Sud-Ouest. Donc, ces personnes qui s'imposent par la pyromanie, par la peur, par la terreur, il faudrait bien qu'on en tienne compte aussi, que ces ONG des droits de l'homme parlent aussi de ces exactions et de ces violations des droits de l'homme. Allez, Guy Hervé Fongan, est-ce que cet acharnement des séparatistes contre les cadres du SDF, notamment contre ce parti, est-ce que c'est un signal fort pour leur demander de ne pas aller à l'élection? Oui, parce que le SDF ça me permet d'observer deux choses. La première, pour dire que le SDF a d'abord, avec clairement indiqué à travers le Shaoshi, qu'il faut que l'État donne des garanties nécessaires d'un retour à la paix imminent dans ces régions-là, qui était une des avant conditions, de participer à toute élection, qui était une des conditions sine qua non de la participation du SDF à ces élections. Et ces attaques en Syrie, à mon sens, c'est des circonstances aggravantes qui ne sont pas de nature à plaider en la faveur du gouvernement qui, jusqu'ici, est incapable de résoudre de manière durable cette crise-là. Et c'est très embêtant. Je veux dire que quand vous avez, après Bandam, c'est autour de
Du maire de Kumbo. Du maire de Kumbo. Qui est attaqué. Je veux dire qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et il faut préciser qu'il avait d'abord été enlevé. Il avait d'abord été enlevé. Donc je crois que c'est les circonstances aggravantes qui sont de nature à refroidir l'enthousiasme et la détermination du SDF à porter sa contribution pour toucher l'enthousiasme du SDF. Absolument. Et on est en plein dedans. Ça va toucher l'enthousiasme, quoi qu'on dise. Vous avez vu les démissions de certains maires, le maire de, comment il s'appelle, qui a rédigé une lettre dans laquelle il se retirait de la course aux élections. Tout à fait. Et donc on ne sera pas surpris que dans les jours qui arrivent, qu'on ait d'autres scénarios similaires. Donc il est donc urgent que l'État prenne ses responsabilités, parce que cette zone doit être absolument pacifiée. Il faut qu'on ait des solutions durables à la sortie des crises. Il faut que la vie reprenne son cours normal. Il faut que la vie reprenne son cours. On ne peut pas. Le crime, on ne peut pas reprocher au SDF d'avoir voulu apporter son grain de sel pour résoudre cette crise-là. Ce n'est pas raisonnable. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un no man's land où des ayatollahs de la pensée dictent leurs lois et où l'État a démissionné et où chacun peut faire ce qu'il veut. Donc il est plus qu'urgent que l'État prenne en main cette situation-là et apporte des solutions durables. Et rassure les partis politiques, notamment le SDF, dont le socle granitique se trouvait dans cette région-là. Ce n'est vraiment pas c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Camille Nélé, quand on observe, je me rappelle lors de la visite, de la tournée du Premier ministre Tif Dion Ngouté dans le nord-ouest, évidemment qu'il avait reçu en audience une délégation du SDF. Au sorti de cette audience, le député Fort Bachinda avait clairement dit que le SDF n'ira pas aux élections tant que la paix ne revienne pas au nord-ouest. C'était de façon péremptoire. Comment comprendre ces péripéties autour de cette participation? Oui, un député qui dit que le SDF n'ira pas, est-ce qu'il a le pouvoir de décision sur... C'était avec l'aval du chairman du SDF. Le chairman, par la suite, a fait dire par son vice-président que le SDF ira aux élections. Donc ça veut dire que le point de vue de ce député n'engageait pas le SDF à ce moment-là et ce n'était pas un point de vue définitif. Non, moi, je voudrais dire à Guy Hervé Fongan, qui a brillamment illustré la situation dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, mais quand il dit que l'État est incapable de prendre ses responsabilités et incapable d'arrêter ces massacres. Mais c'est à l'épreuve des faits. Non. Les gens se font enlever tous les jours, les maisons sont incendiées. Laissez Camille aller au bout de sa logique. Je veux dire qu'on n'est plus au cinéma, ce n'est pas laissez Camille aller. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas un film où on peut décider que maintenant on arrête cette guerre. Nous sommes face à une situation de guérilla. Et une guérilla qui est opérée par des groupes armés absolument indépendamment les uns des autres. Et si l'État, pour faire revenir la paix dans cette région de manière définitive, je vous jure qu'il faudra beaucoup de moyens. Et l'État, je ne peux pas minimiser les moyens mis par l'État à disposition par l'armée, la gendarmerie, la police. Est-ce que finalement il ne faut pas des frappes, une intervention véritablement musclée pour... Mais les interventions musclées, quand il va y avoir des interventions musclées, les gens vont commencer à crier au massacre des populations, aux dégâts collatéraux et tout ce que vous voulez. L'État fait ce qu'il fait pour essayer de... Donc ce n'est pas une faiblesse de l'État. Ce n'est pas une faiblesse de l'État, mais moi je dis ceci. Il ne faudrait pas penser que c'est sur un déclic qu'on peut arrêter la guerre. Et que l'État peut le faire. La guerre commence, on ne sait pas quand elle s'arrête. C'est pour ça que moi je dis que tous ceux qui disent que l'État doit prendre ses responsabilités, l'État doit arrêter, l'État ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Camille, vous qui êtes quand même un doyen de la presse, est-il vrai qu'en son temps, le président Ahidjo, il y avait un village au nord qui le dérangeait un peu, il avait fait raser ce village? Nous entrons dans le domaine anecdotique. Et je ne peux pas vous... C'était juste pour être fixé. Justement, c'est pour ça que je suis en train de vous parler d'une anecdote. Mais par exemple, je peux vous dire par exemple que du côté de l'Ouest, où on a accusé l'armée d'avoir massacré des gens, il faudrait qu'on aille voir un peu comment l'armée elle-même elle a souffert dans les régions de l'Ouest pour protéger les populations qui étaient dans des camps de regroupement. Et au quartier Congo, au marché Congo? Au quartier Congo, c'était une mesure assez musclée, assez brutale. Et même, je peux dire...
assez inhumaine. Mais il faut comprendre le contexte de cette époque-là, où chaque Avec, jour... Moi, je suis né à Bonakwama, à cette époque-là, on se réveillait le matin, on trouvait des gens qui avaient été assassinés ici à Mobile Bonakwama, au niveau de la vallée, décapités par qui c'était des civils. Et on disait, vous entendiez des gens qui disaient que non, il a trahi la guerre. Donc il fallait une opération musclée. Non, c'est pour ça que je veux dire que pour faire face à la guérilla, il faut du temps. Il faut des moyens, il faut aussi... La méthode. Il faut aussi se dire que ça ne peut pas se terminer du jour au lendemain. Tous ceux qui disaient, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir d'élection tant que la guerre du Sud-Ouest ne finit pas. Vous allez voir que cette guerre peut faire 5 ou 6 ans. Alors, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on est en droit d'estimer que l'État a contribué à pourrir la situation et embraser les choses. Parce que au commencement de cette crise, il faut quand même restituer la vérité. Au commencement de cette crise, il y a 3 ans, les avocats ont pacifiquement marché, ils ont été brutalisés, c'est connu, les étudiants ont été violés à Boya. Je veux dire que, parce qu'on n'a pas voulu écouter les autres, on ne les a pas écoutés, on ne les a pas fait asseoir pour discuter et dialoguer. Seulement, et j'ai envie de dire que quand je dis que l'État a démissionné, c'est une évidence. Parce que la violence est la force des faits. La violence est la force des faits. La brutalité avec laquelle les gens ont été interpellés traduit simplement qu'il y a une sorte d'incapacité à vouloir régler le problème de manière digne. Parce qu'il faut le dire avec suffisamment d'emphase, la violence est la force des faits. Je voudrais juste lever cet amalgame qui est toujours copieusement entretenu. Ce n'est pas la répression, pour le dire ainsi, contre les enseignants et les avocats qui a été la conséquence des hommes de Ayok Sissoko-Tabe qui ont pris les armes pour attaquer le Cameroun. Non, tout est lié. Non, ce n'est pas lié. Ça a été un prétexte. Si vous le dites, c'est une... On aurait pu éviter ça sans écouter les avocats. On n'en serait pas là. Non, les avocats n'avaient rien à voir avec ça. Justement, on n'en serait pas là si on les avait écoutés. Après, ça a dégénéré, justement. Ça a dégénéré après. Ce qui s'est passé au ministère de l'Enseignement supérieur, des gens manifestaient, on a envoyé la police contre eux au lieu de les écouter. Oui, c'est récurrent. Je refuse de lier je ne dis pas que c'est la même chose. Les attaques sécessionnistes. Jusqu'à hier encore, les récriminations. Jusqu'à hier encore, on va avancer. Manifester pacifiquement devant on va avancer. Yaoundé. On a envoyé la police les disperser. On va avancer. Alors, dans cet article de la Nouvelle Expression, il y a quelque chose qui m'intéresse. Un enlèvement, lorsque, je crois, un des membres de la famille de Ni John Fundi avait été enlevé, et la Nouvelle Expression a publié une échange que Ni John Fundi avait eu au téléphone avec des kidnappeurs. Un kidnappeur où Ni John Fundi disait « Pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi le SDR alors que j'ai lutté pour vous dans ce pays ?» demande le chairman au ravisseur. Et le ravisseur de lui dit « Vous avez reçu 1 milliard de la France pour noyer la cause anglophone. » Pourquoi il n'y a jamais eu une communication autour pour lever cet équivoque quand même? Non, tout à l'heure, Doyen parlait de... il appelait ça comment quand on parlait de Haïdio dans le Grand Nord. Une anecdote. Voilà une autre anecdote. C'est une autre anecdote. Paru dans le quotidien La Nouvelle Expression. Oui, c'est une autre anecdote. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, le SDF, c'est quand même le socle granitique du SDF, c'est le NOZO. On va dire ça comme ça, de manière simple. Et c'est vous qui avez interrogé le vice-président du SDF pendant le grand dialogue national. Il nous a dit, à vous et à nous, qu'il était en communication avec certains sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest qui ne demandaient qu'à réintégrer la société et à déposer les armes, mais qu'il fallait que l'État fasse le pas. Il a dit avec suffisamment d'emphase, ce n'était pas en cachette, c'est vous qui l'avez interrogé pendant le grand dialogue national. On a écouté Joshua plusieurs fois lui dire qu'il était en contact, en communication avec eux. Donc ces gens étaient prêts, et sont toujours prêts, je l'espère, à déposer les armes et à dialoguer de manière pacifique avec le gouvernement. En tout cas, on n'a pas l'impression que la main tendue a été suffisamment saisie, parce que jusqu'ici, comment est-ce qu'on peut de manière rationnelle expliquer pourquoi est-ce que un gars comme Mwancho BBC reste encore en prison? Alors qu'au début de la crise, c'est lui qu'on a vu au commencement il y a 3 ans avec une plaque sur laquelle on lisait tous "We need water, we need routes". Mais aujourd'hui, il n'est jamais sorti. Eux-mêmes disent là-bas que c'est un de leurs leaders. Il peut être écouté s'il parle. Alors, on sort donc de la question. Vous avez des gens qui ont appelé un retour à l'école, un retour à la paix. Mais on a l'impression qu'en face, les gens sont inaudibles et sourds, insensibles. Alors, prenons Camille Néléen, prenons alors ce titre du quotidien Mutation.
qui a mis évidemment une photo de l'hôtel de ville de Yaoundé en écrivant en haut autochthonie. Le maire Abois, évidemment le maire comme le maire d'une commune Abois, d'une commune d'arrondissement. Camille, est-ce que tout ce débat sur cette loi qui a été adoptée, est-ce que ce n'est pas finalement un vain débat quand on sait que les délégués du gouvernement ont été toujours des ressortissants du coin? Est-ce qu'on ne pouvait pas nous faire économie de tout ce débat-là en indiquant par exemple que dans la loi que dorénavant les délégués du gouvernement ne seront plus nommés, ils seront élus simplement et laissant évidemment transparaître de façon tacite cette mesure qui voudrait que cela revienne toujours à un fils du coin? Je voudrais d'abord vous dire que j'ai savouré, comme beaucoup de Camerounais, le titre Le jeu de mots de mutation. Comme il sait d'ailleurs en fait. Depuis un certain temps. Le maire à boire, c'est par rapport au vieux proverbe la mer à boire. L'expression la mer à boire, mais cette fois c'est le maire. Et le problème du maire avec tout ce qu'il y a eu comme charivari dans les journaux, dans les réseaux sociaux et dans les quartiers. La fin de l'histoire aujourd'hui nous démontre que la situation n'a jamais été autrement. Douala, par exemple, tous les délégués du gouvernement ont toujours été des autochtones. Pareil pour Yaoundé, pareil pour Garoua, pareil pour d'autres. Et que maintenant la différence... Même si, je veux quand même ajouter un peu de l'eau à votre moulin, même si à Bafoussam, Emmanuel Zété est de Bati et il est fortement contesté. Mais Bati n'est pas loin de Bafoussam. C'est toujours en réalité, Bati et Bafoussam, c'était le même département. Il y a quelques le grand département de la Mifi. Il n'y a pas très longtemps. Donc c'est juste des découpages administratifs, mais il est toujours du coin. Et à Douala, par exemple, vous avez... Et pour ceux qui parlent de compétences par rapport aux délégués du gouvernement ou aux super-maires, je voudrais rappeler que le premier délégué du gouvernement, Koutobi, avait été un haut comité d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le deuxième, Pokosi Doumbé, pharmacien à 27 ans, pharmacien émérite. Le troisième, Thomas Toboyoum, spécialiste des assurances, le premier Camerounais a créé une compagnie d'assurance. Le quatrième, le colonel Eton Koto, officier supérieur, l'un des premiers officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Et même le cinquième aujourd'hui, M. Tonnet, qui est un docteur en médecine. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut aller chercher, on peut penser que ceux qui se trouveraient à la tête des grandes mairies seraient des incompétents. Aujourd'hui, les délégués du gouvernement ont toujours été... des autochtones pour dire. Mais moi, je trouve ce débat vain sur l'autochtonie parce que chacun est bien autochtone quelque part. C'est pour ça que c'est parce que chacun est autochtone quelque part que ceux qui meurent à Djibouti, le cercueil part de Djibouti pour venir être enterré à Douala ou à Yabassi. Et ce n'est pas parce qu'il a choisi, mais c'est parce que Yabassi, c'est là où il y a son autonomie. Il y a un attachement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce débat qui est en train d'être fait, moi, je ne vois même pas de quoi fouetter un chat. Puisque le texte dit que pour que le super-maire lui-même soit élu, il faut qu'il soit un conseil municipal. Donc, ça veut dire qu'il a appartenu à une liste de l'une des mairies. Et maintenant, il est élu par tous ses pairs pour être le maire. Bon, mais seulement, on a peut-être voulu commencer par mettre une balise avec le maire autochtone. Mais rien n'empêche que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans... Que cela change. Dans 30 ans, quand la politique ne sera plus la politique du soutien du frère du village ou du soutien du frère de quartier, à ce moment-là, quand les gens militeront pour un programme politique, à ce moment-là, on pourra peut-être nous retrouver dans la situation de Paris où le maire peut être né à Fumban et devenir maire à Douala. Mais moi, je dis qu'il faut bien commencer par quelque chose. Il faut déjà s'assurer surtout d'un certain nombre pour éviter d'autres grincements dedans la voilà. Guerre de Fonga. Non, je pense qu'il faut dire la vérité aux Camerounais. L'article 246, je crois que c'est le bon article, précise simplement que le super-maire, enfin le maire, c'est-à-dire l'ancien délégué du gouvernement, sera élu, il sera autochtone. Par contre, les maires d'arrondissement peuvent venir de n'importe où. C'est-à-dire que je peux partir de l'ouest et être maire dans le sud. Je peux partir du nord et être maire. Comme ça se fait d'ailleurs. Comme ça se fait de manière sereine. Sauf qu'il y a un amalgame esprit qui est entretenu et dans lequel on mélange tout, on mélange tout. Je pense qu'il faut dire qu'en fait, les maires actuels peuvent venir de n'importe quel coin du Cameroun et être maire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du maire de la ville, effectivement, comme sauf qu'il y a un aspect. Je ne sais pas si c'est une omission volontaire ou involontaire, ou le doyen simplement refuse d'en parler. Il faut noter que quand le doyen cite par exemple les Thomas Toboyoum, les précédents délégués, il faut remarquer que la plupart de ces délégués étaient originaires d'un compte précis. Or, vous savez que comme les délégués du gouvernement de Douala ou alors du littoral,
il y a plusieurs cantons qui ont souvent été exclus de cette fonction-là. Or, parce qu'il faut aussi être capable de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que l'aspect rotatif de la fonction peut permettre à ce que tous les autres arrondissements se sentent concernés. Par exemple, avec Bondo. Que tous les autres arrondissements se sentent impliqués. Parce que la plupart, et Douala a eu ce problème durant plusieurs années, où le reproche qui était fait, c'était que la plupart des délégués étaient originaires d'un canton bien précis. Dit simplement, c'est qui a affecté les autres. Voilà, qui a affecté les autres. Or, il n'y a pas que Douala, vous savez qu'il y a les Bakoko. L'histoire enseigne qu'il y a, c'est les Bassa, c'est les Bakoko qui font tous le grand savoir. Mais ceux-là, maintenant, je pense qu'avec ceux-là aussi, ils peuvent aussi aspirer à cette fonction-là. Ce qui n'est pas ne pas être voté. Qui n'est pas voté. Et c'est important qu'on le dise. C'est important qu'on le dise. Parce qu'effectivement, tout le monde doit maintenant prétendre. Ils vont sortir de tous ces cantons-là. Voilà. Ils vont voter avant, on a besoin que c'est la nomination entretenait. Il faut que ce soit une condition suffisante et nécessaire, que tous les arrondissements, que tous les cantons puissent aspirer à cette fonction-là, pour qu'on ait un développement plus inclusif. C'est ça le sens de la... Quand vous parlez de Bafoussam, de Zété-Moyen, par exemple, on sait très bien qu'au commencement de cette affaire, le délégué devait être issu de Bafoussam 1, 2 ou 3. Sauf que Zété-Moyen, il n'est d'aucun de ces arrondissements-là. On allait le chercher très loin pour le ramener à Bafoussam. On a aussi indiqué en même temps qu'il a été maire de Bafoussam. C'est une des raisons pour lesquelles il est fortement combattu par les élites. Parce qu'on estime qu'à la vérité, il aurait dû aller chez lui dans le second camp, c'est ça? Là où il est au plateau. Là où il est au plateau. Oui, dans le haut plateau. Là où il est au oui, parce qu'il est fortement combattu. Parce qu'on dit qu'en fait, il ne peut pas bien porter. Et la preuve, quand vous allez à Bafoussam, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. La ville est dans un degré de décrépitude. Par contre, on indique que révoltant. Il n'y a pas de route là-bas. C'est révoltant. Quand il était maire de l'Union commune, il faisait un travail excellent, Guervé. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, mais le travail excellent, c'est vous qui le dites. Le travail excellent, on l'a quasiment jamais vu. Il n'a jamais rien fait. Non, c'est vraiment une hystérie. La preuve, je vous dis que si vous allez à Bafoussam, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. La ville dans un état de décrépitude révoltant. On demande s'il y a actuellement, c'est un chantier. Non, ne vous pas voilé par la canne. Ça, c'est l'écran de fumée. Les travaux liés à la canne. Vraiment, c'est un écran de fumée. Qui avait Fonga. Finalement, alors, et les communes d'arrondissement où ce sont les autochtones qui sont maires et la ville en décrépitude, ça cache quoi finalement? Ça cache que... Est-ce que Emmanuel Zété ne travaille-t-il pas juste parce qu'il n'est pas originaire de Bafoussam? Non, vous prenez un bon exemple. Les communes d'arrondissement où les maires sont autochtones, qui ne décollent pas simplement parce que parfois ici, ils sont à la fois incompétents et cooptés et cupides. Tout pour et rien pour les autres. Alors, Camille, ce qu'on devrait retenir au sortir de ce plateau, c'est que évidemment la question, cette loi concerne uniquement les communautés urbaines et non les mairies d'arrondissement dans des localités reculées où ce débat s'est finalement installé comme si... Et même dans les grandes communautés urbaines, vous savez très bien qu'à Douala, le maire de Douala 2e, Madame Fampo Denise, est de Bazou, le maire de Douala 5e est de... il est de l'Ouest, le maire de 3e, Douala 3. L'ancien maire de Douala 5e était Madame Fampo. Je veux vous dire que le problème ne s'est jamais posé, effectivement. Et ça ne se posera pas. Merci Camille Nélé, merci Guervé Fongan. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue. Aujourd'hui, vous n'aurez pas la pensée du jour. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Restez scotchés sur le programme d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre dans quelques instants.